Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villeurbanne, vice-président de la métropole à la culture et porte-parole de la candidate Anne Hidalgo. On va parler de tout ça dans cette émission. Mais d'abord, l'actualité, c'est la fin des jauges pour tous les lieux accueillant du public. Comme adjoint à la culture, comme vice-président de la culture, vous êtes évidemment satisfait ou est-ce que vous vous inquiétez d'une ouverture trop précoce alors que, je redonne les chiffres, hier on est encore à 418 000 contaminations et 318 décès. Moi, depuis le début de cette crise, j'ai jamais commenté les décisions qui sont prises par le gouvernement. J'ai essayé de les appliquer et puis d'accompagner surtout les acteurs. Donc je me réjouis que les jauges puissent de nouveau être à plein, qu'on ait moins de restrictions aujourd'hui pour les acteurs de la culture, alors que dans le même temps, on n'avait pas remis des contraintes pour un certain nombre d'autres acteurs économiques. Donc je me satisfais de cela et je sais qu'ils ont vécu des mois difficiles. Pas tant aujourd'hui d'ailleurs quand je discute avec eux sur la question du public, mais surtout aussi avec la question de la contamination entre les acteurs, notamment, je pense au théâtre, avec le jeu des ombres sur les deux premières représentations qui ne peuvent pas se jouer à cause des personnes qui étaient malades, et donc ça a rajouté des difficultés pour les acteurs de la culture. Donc très bien qu'on revienne à des jauges complètes. Je crois que maintenant chacun a envie d'avoir des perspectives, et on voit que cette cinquième vague, elle n'est pas comme les autres, y compris dans la gravité des situations de santé auxquelles sont confrontés les gens. Donc que le gouvernement considère que ça soit le moment d'alléger, écoutez, c'est lui qui prend cette décision sur la base du Conseil de santé. On va l'appliquer et on s'en réjouit pour les acteurs de la culture en tout cas. On avait compris que votre volonté politique, c'était peut-être d'accompagner un petit peu moins les structures et un peu plus la création et l'émergence. Vous n'avez pas trop pu le faire depuis 2 ans en raison du Covid. Est-ce que vous pensez que là, c'est durable? Il va falloir continuer d'accompagner fortement ces structures ou que vous allez pouvoir mener enfin la politique que vous rêviez de mener? Moi, je ne sais pas pourquoi vous dites cela, parce que justement, j'ai fait le choix de ne pas, avec Bruno Bernard, avoir d'arbitrage défavorable sur les structures. On a maintenu la totalité des budgets. Et par contre, on a mis de l'argent supplémentaire, 1 900 000 euros, autour de l'éducation artistique et culturelle, autour de l'aide à la structuration des filières, notamment des filières culturelles, soit en émergence, soit les plus fragiles. Donc moi, je n'oppose pas les deux. Simplement, je suis content qu'avec les volumes financiers qu'on met sur la table à la métropole, ça permette de développer plus de création, notamment pour créer des projets avec les écoles et avec les collèges, pour faire en sorte qu'on aille vers des nouvelles formes artistiques. Je pense notamment à la filière des arts numériques, mais aussi à la filière des arts circassiens. Voilà, mais on est conforme à ce qu'on voulait faire, et moi j'essaye de ne pas opposer les choses. Ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser tout le monde en même temps là-dessus. Alors, j'ai fait l'erreur de citer le projet écologiste, mais effectivement, vous êtes socialiste. C'était aussi un message qui avait été envoyé, votre nomination au monde de la culture, un peu inquiet de l'arrivée des écologistes au pouvoir, qui avaient vu notamment l'expérience à Grenoble, où ça a été relativement clivant, notamment avec cette question de la réorientation des crédits vers la création plutôt que les institutions. Est-ce qu'en ce début d'année, vous n'êtes pas en train de vous enfoncer dans différentes crises? Est-ce qu'avec on a vu le départ qui était inattendu de Dominique Hervieux, on a vu le départ un peu spectaculaire de François Bordry. Est-ce que finalement vous avez échoué à rassurer le milieu de la culture? Moi, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, il faudrait aussi interroger Dominique Hervieux là-dessus. On se connaît depuis longtemps et elle m'a assuré qu'il n'y avait pas de lien. Dominique Bordry, c'est une escroquerie, ce faux départ organisé. Enfin, je le vois en septembre 2020. On sait qu'il arrive en fin de mandat en septembre 2021. On organise les choses et la succession. Ensuite, il a eu envie de refaire de la politique à un moment. C'est son choix. Je ne trouve pas que ça soit le choix le plus glorieux. Je trouve qu'en plus, c'est une manière de faire qui fragilise les biennales quand la métropole est restée fidèle à ses côtés, a souhaité maintenir la totalité de ses financements et se mobilise dans l'organisation. Tout ça est vraiment d'un très bas niveau. Juste avant, il y a eu la décision sur les ateliers Fagor. C'est une décision que vous assumez pleinement ou c'est une décision autoritaire du président Bruno Bernard? Mais sur les ateliers Fagor, la seule chose que je n'assume pas, c'est le timing et la manière d'avoir annoncé les choses. Pour le reste, une occupation transitoire, ça a un début et ça a une fin. Et tout le monde savait qu'à un moment, il y aurait une fin. Simplement, le fait que ça fuite dans la presse, ça fragilise les acteurs et c'est pas à l'image, moi, de ce que je crois en termes de dialogue avec les acteurs. Il y avait l'espoir d'avoir un lieu pérenne pour la culture. Bien sûr, mais en tout cas, pas ici. Pour l'instant, ça n'avait jamais été formulé comme cela, de se dire que Fagor resterait indéfiniment un lieu pour la culture. Donc, ce que je regrette, c'est le timing. Après, dès qu'on a remis les choses dans l'ordre, c'est-à-dire on rencontre les acteurs,
on fait préciser les besoins, on visite des lieux, on a commencé par la Mulatière, on ira ensuite voir un autre lieu qui est sur Villeurbanne. Ben là, je considère qu'on est dans notre rôle. Notre rôle, c'est de proposer des lieux qui permettent au modèle des biennales, art contemporain et danse, de se projeter dans l'avenir. Et aujourd'hui, on a de nouveau réuni un conseil d'administration, on a un président par intérim, on a lancé le recrutement du directeur ou de la directrice de la biennale. Donc tout ça, ce sont des faux procès qui participent un peu au green bashing ambiant. Et moi, je n'ai pas envie de m'associer à ça. Vous avez dit, je suis socialiste, mais pour autant, je suis solidaire de cette majorité. Et en matière de culture sur la métropole, elle n'a pas démérité et je suis très à l'aise dans mes fonctions. Alors en matière de culture aussi, en tant que maire du Villeurbanne, vous êtes la ville capitale de la culture pour cette année. Donc c'est une nouvelle initiative financée par l'État à hauteur d'1 million d'euros pour mettre les projecteurs sur une ville en France tous les 2 ans. Le lancement a été réussi en plein air avec la ministre, mais pas le président Emmanuel Macron. C'était une déception? Non, ce n'était pas une déception, parce qu'il ne s'était pas annoncé. Il serait annoncé, il aurait annulé. Voilà. Après, il lui reste encore quelques semaines pour venir, donc bien sûr, l'invitation lui est faite. Après, il sera en période de réserve pendant la campagne. C'est pas dans les prochaines semaines qu'il y a les événements les plus spectaculaires. C'est ça, mais je crois que ce qu'on propose, et si on a gagné, c'est pas sur le spectaculaire. Par exemple, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les écoles avec les mini-mix, ça a été extrêmement apprécié par le jury qui nous a désignés. Donc il y a aussi des choses très intéressantes à voir dans le non-spectaculaire. Et je pense que c'est d'ailleurs dans le non-spectaculaire qu'on va changer les politiques culturelles pour les années à venir. Les grands rendez-vous, ce sera plutôt à l'approche de l'été, notamment au mois de juin, avec la venue d'Ariane Mouchkine. C'est ça, on a Ariane Mouchkine, on a la grande fête de la Fessine organisée par les jeunes de Villeurbanne, où on attend 50 000 personnes. On a aussi, bien sûr, la création de Royal de Luxe en septembre. On a les 40 ans de la fête de la musique organisée avec la ville de Lyon, avec la plus grande rue de la musique le 21 juin au soir, entre la place Maréchal Lyotet et à peu près le quartier QC à Villeurbanne. Ça fait une rue de 5 km de long dans laquelle on retrouve l'esprit original. Donc il va y avoir plein d'événements. On a les nuits de Fourvière qui viennent sur la place Lazare-Goujon pour faire une nuit des aurores boréales avec un artiste anglais, et puis l'après-midi on aura des arts circassiens, donc il y a plein de possibilités pour... Pour les nuits de Fourvière, vous avez dû négocier avec votre autre casquette de vice-président de la culture de la métropole? Non, j'ai pas eu à négocier avec cette autre casquette, parce que Dominique Delorme est venu avec quelque chose qu'il fait classiquement avec les autres villes. Il dit, moi je coproduis le spectacle, je paye la partie artistique et la ville paye la partie installation technique. Donc pour être très transparent, les nuits de Fourvière, c'est un spectacle tout compris pendant les 2 jours qui coûte 100 000 euros. Et pour la ville de Villeurbanne, ça coûte 100 000 euros d'installation technique. Donc je trouve qu'on est parfaitement raccord avec ce qui se fait dans les Nuits de Fourvière, quand les Nuits de Fourvière se décentralisent, entre guillemets, et ils le faisaient avant Capitale Française de la Culture. D'autres événements culturels de la métropole ou de la ville de Lyon jouent le jeu de venir à Villeurbanne. C'est le cas notamment de Quai du Polar. Ouais, tous les acteurs de la culture, qu'ils soient métropolitains ou lyonnais, jouent le jeu. Et on a plein de partenariats extrêmement intéressants. Vous citez Quai du Polar, qui pour la première fois va se tenir en même temps que la fête du livre de la jeunesse. Et donc Quai du Polar nous a proposé de mettre l'enquête, qui est un moment assez ludique dans ce festival. Et l'enquête se tiendra à Villeurbanne et partira de Villeurbanne. Donc moi, je suis ravi qu'on puisse faire découvrir aux adeptes du polar Villeurbanne à travers cette enquête policière. En même temps, ils pourront découvrir l'expo de photographie de JR qui sera organisée pour la fête du livre de jeunesse. Donc c'est du gagnant-gagnant aussi, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on fait ce que je demande aux acteurs culturels de faire sur cette métropole. On mutualise les moyens pour augmenter la qualité de l'offre, pour augmenter l'intensité de l'offre, et plutôt que de le faire séparément en se disant qui va être le meilleur, on associe des forces pour offrir une expérience aux spectateurs encore plus riche. Moi, ça me va comme méthode. Alors, si on poursuit dans le fil de l'année, il y aura aussi la Fête des Lumières. Est-ce que Fête des Lumières va venir beaucoup plus à Villeurbanne? C'est pas prévu aujourd'hui comme cela, et je trouve que c'est un événement qui marque l'identité lyonnaise, et que autant je suis pour une identité villeurbanaise heureuse, positive, autant le pastiche, le plagiat ou se mettre dans la roue, c'est pas non plus tout à fait ma politique. Qu'on fasse des choses ensemble, qu'on crée des choses ensemble, comme nous le faisons avec Grégory Doucet sur cette rue de la musique pour les 40 ans de la fête de la musique, ça me va. Qu'on se mette dans la roue d'un événement, ça a moins de sens. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des choses autour de la lumière à la fin de l'année 2022 à Villeurbanne, mais ça, je réserve pour la suite. Je faisais un essai pour deviner le final qui est annoncé en décembre, parce qu'on imagine qu'il y aura quelque chose de spectaculaire pour clôturer cette année.
Oui, il y aura quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de spectaculaire à l'image de cette année, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire qui va dire ce qui s'est passé et qui va proposer d'écrire les prochaines pages de l'histoire culturelle de Villeurbanne, mais surtout qui va aussi rendre hommage à toutes celles et ceux qui s'investissent pour en faire un événement incroyable. C'est en train de devenir et on veut aussi rendre hommage à cela. Voilà, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Bon, ça pourrait accueillir par exemple un président de la République. Ah, si le ou la présidente de la République, à ce moment-là, souhaite venir, nous l'accueillerons avec un immense plaisir. Alors, c'est ma transition toute trouvée pour votre rôle de porte-parole dans la campagne d'Anne Hidalgo. Est-ce que le rôle d'un porte-parole, ça peut être aussi de dire à une candidate, maintenant il est temps d'arrêter? Non, parce que le rôle d'un porte-parole, c'est pas de penser à la place ou de faire dire à quelqu'un quelque chose, c'est de porter les idées d'une candidate. Moi, c'est ce que je fais depuis le début et il ne m'appartient pas de parler à sa place, en tout cas au sens de la faire parler. Voilà, je suis sur la ligne de la candidate. C'est ça le boulot de porte-parole, c'est pas autre chose. C'est un rôle qui doit être difficile maintenant, avec juste après la primaire où on n'a pas bien compris sa position. J'y vais, finalement, j'y vais pas. J'en sors cinquième avec une assez mauvaise notation. On est quand même dans une campagne qui est complètement enlisée aujourd'hui. C'est une campagne difficile. Je ne peux pas dire autre chose. C'est une campagne difficile, mais c'est une candidate en laquelle je crois, et c'est un programme politique en lequel je crois. Et moi, je ne suis pas de ceux qui varient du jour au lendemain en fonction des moindres intempéries. Je me suis engagé à ses côtés très tôt, dès juillet 2020, avec d'autres, parce qu'il nous semblait qu'à gauche, c'était la candidate la plus solide, la plus crédible, avec son expérience à Paris, son expérience sur la COP 21, avec tout ce qu'on connaît d'elle. Ensuite, on s'est engagé sur un programme dont le cœur a été élaboré par le Parti socialiste, dont certains disent qu'il ne travaille pas. Je les invite à le lire quand même, ce qui a été produit. Et ensuite, qui a été repris par l'équipe de campagne et qui fait un projet avec 70 propositions. Sur la candidate, sur les propositions, moi je suis parfaitement en phase avec ce qu'elle propose. Remettre le pouvoir d'achat au cœur, remettre les vrais sujets qui préoccupent les Français, la question du logement, la question de l'éducation, la question de la santé. Ensuite, on est, semble-t-il, j'écoutais Brice Teinturier sur une radio nationale et qui disait on est face au syndrome de la poêle Tefal. Les choses n'accrochent pas. Eh ben, écoutez, notre boulot, c'est de faire en sorte que ça accroche. C'est-à-dire qu'on accroche l'oreille, la rétine, que nos propositions trouvent du sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, les propositions qui trouvent du sens, elles sont loin de mes idées. Elles visent à nous séparer. Elles visent à désigner des boucs émissaires à la vindicte populaire. Elles visent à dire que rien ne va. Elles visent à dire qu'il n'y a pas d'avenir aujourd'hui. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse en politique. Vous pouvez critiquer la droite et l'extrême droite, mais ils se sont organisés pour avoir potentiellement un candidat au deuxième tour, ce qui n'est pas le cas à gauche. C'est pour ça aussi que vos idées sont... C'est vrai pour la droite, c'est un peu moins vrai pour l'extrême droite. Là, si je vois un peu les mouvements entre Zemmour et Le Pen, c'est quand même pas tout à fait simple. Mais bon, ils ont tous les deux plus de chances que vous d'être au deuxième tour. Ah, si on écoute les sondages, aujourd'hui, vous avez raison. Voilà. Moi, aujourd'hui, la seule chose que je peux déplorer, finalement, c'est l'éclatement de notre offre à gauche. Et c'est là où Anne Hidalgo a fait un pari courageux quand, en décembre, vous dites que c'est un revirement, c'est un peu plus complexe que ça. En décembre, elle dit il faut qu'on passe par une désignation qui nous permette de trancher entre celles et ceux qui ont un projet de gouvernement qui est finalement proche. Bon, ils ont tous claqué la porte, assez violemment pas quand Christiane même. Taubira. Christiane Taubira, c'est pas tout à fait la même chose. Christiane Taubira, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, elle a plutôt fait la stratégie du coucou, c'est-à-dire au moment où on essaye de se mettre d'accord, elle se dit tiens, pour les aider, je vais aller me rajouter dans le choix. Bon, c'est sa liberté. Enfin, moi, j'ai aucun de souci avec ça, mais le fait que elle est portée aujourd'hui quand même par la légitimité d'une primaire où, elle est mine portée, de rien, mais plus vous de avez 400 000 personnes parfaitement ont voté. Moi, vous ne m'entendrez jamais dire de mal des gens qui ont voté à la primaire populaire. C'est un espoir pour la gauche, me semble-t-il. Et celles et ceux qui tapent sur cette primaire populaire en disant c'est pas crédible, c'est pas légitime, ils font insulte aux 400 000 personnes qui se sont mobilisées. Est-ce qu'il faudra se rassembler à gauche avant le premier tour de la présidentielle ou laisser faire les électeurs? Je continue à souhaiter qu'il puisse y avoir un rassemblement à gauche. Je trouve qu'on s'en éloigne petit à petit, mais dans les stratégies finalement individuelles de chaque parti. Et je crois qu'on portera collectivement une grande responsabilité de cet éventuel échec aux élections présidentielles. Vous savez, moi je suis un homme de l'union. Enfin, c'est ce que j'ai fait à Villeurbanne, c'est ce que j'ai construit avec ma majorité. Et ça marche.
Ça fait 18 mois, vous avez vu les scandales de la majorité, ça ne marche pas à Villeurbanne. On a eu une délibération en 18 mois sur une délégation de service public renouvelée sur une crèche où on n'était pas d'accord. Mais la politique, c'est ne pas être d'accord tout le temps. Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc cette union de la gauche, elle fonctionne. Elle fonctionne à Villeurbanne. Elle a fonctionné à Grenoble, quoi qu'on en dise. Il a été réélu. On peut être d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Éric Piolle, mais on est à peu près sur le même arc humaniste, de la France insoumise jusqu'au Parti radical de gauche. On sait faire. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de se mobiliser dans notre pays pour faire cette union à un niveau national. Mais pour faire cela, il faut avoir un projet fort autour de la transition écologique, autour de la justice sociale, autour de la transition démocratique. Peut-être que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, en fait. Dans cet arc humaniste, dernière question, la logique est-elle pas de se retirer derrière le candidat le mieux placé, en l'occurrence, depuis le début de la campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon? La logique pour Vous n'en voulez pas de Jean-Luc Mélenchon comme candidat? C'est pas que je n'en veux pas, c'est lui qui en veut pas. Il dit qu'il gouvernera jamais avec nous. On a été très clair, Anne Hidalgo a été très claire quand elle a pris la parole en décembre. Elle a dit « Je me retirerai pour le candidat qui est d'accord pour gouverner avec nous ». Mélenchon, il dit qu'il ne veut pas gouverner avec nous. Ce n'est pas nous qui avons dit qu'on ne voulait pas gouverner avec lui. Il ne faut pas renverser les rôles. Moi, après, dans mon équipe, j'ai des gens de la France insoumise. Yannick Jadot et Christiane Taubira seraient d'accord. Vous pourriez vous retirer pour eux. S'ils avaient participé à la primaire, s'ils avaient accepté, je parle de Jadot, puisque Taubira, elle l'a fait, mais elle l'a fait après alors qu'elle n'était pas candidate. Si Jadot avait participé, Anne Hidalgo avait dit qu'elle se retirait si jamais elle perdait la primaire contre lui. Il n'a pas voulu y aller. Il porte aussi une partie de responsabilité de cet échec. Cédric Vincent-Del, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.